Dans cet épisode, les Mythbusters font les 400 coups. Ça va faire genre Blood Dow. Adam et Jamie ont décidé d'infirmer 3 des plus célèbres mythes impliquant des armes à feu. La balle qui traverse la lunette d'un fusil. C'est lui ou moi? Je crois que c'était la bonne. Les balles à l'envers. Et une légende de la guerre de sécession qui n'a jamais été vérifiée. Comme ça. Tori, Grant et Carrie frappent un grand coup. Un outil aussi basique que le marteau peut-il vraiment vous éclater dans la main? Ça va faire genre câble à bout. Le danger est partout. Tori teste le lancer de marteau. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage et Jamie Heineman. Tu vas y rester. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'est exactement ce que je voulais. Avec eux, Tori Vellecci, C'est trop génial ce truc. Carrie Byron Regarde, ça s'est enfoncé dans le crâne. et Grant Imara. Toi, tu te tais. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes. Ils les mettent à l'épreuve. Les Mythbusters s'attaquent à de nouveaux mythes sur les armes à feu. Avec tous les mythes qu'on a déjà testés, il nous reste quoi? En fait, il en reste pas mal. Et ils consistent tous à réaliser le tir de l'impossible. Le tir de l'impossible. Bon, on commence par quoi? Celui-là, je l'appelle le mystère de la balle à l'envers. Je crois que j'en ai entendu parler. On dit qu'il y a eu une fusillade à Seattle entre des policiers et un criminel. Et une balle du criminel a été retrouvée à l'envers dans le canon d'un policier. Et ça a permis de justifier l'échange de coups de feu puisque ça prouvait que le criminel pointait son arme directement sur lui. Pas loin. En fait, elle était dans le barillet. C'était un revolver. Mais c'est ce qu'on dit, et je crois qu'il faut vérifier ça. Bien. Cela revient à envoyer une balle dans le canon d'une arme, c'est pourquoi elle se retrouve à contresens. Mais dans le cas précis de la fusillade de Seattle, la balle est censée s'être logée dans le barillet vide du revolver d'un policier. Vous en avez entendu parler alors? Oui, on a fait des recherches dessus récemment. J'ai vraiment hâte de voir les résultats de l'expérience. Ils utilisent le même type d'arme que celle de la fusillade de Seattle. Le suspect a pointé un pistolet sur 2 policiers, qui ont à leur tour dégainé leur revolver, des Colt calibre 38. Bien sûr, Adam et moi, on aimerait reconstituer la fusillade en s'affrontant face à face pour voir ce qui se passe. Mais ce serait stupide parce que l'un d'entre nous finirait à l'hosto. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un banc d'essai. On a une planche qui alignera les 2 armes à une distance précise. On peut les régler précisément grâce à des visées laser. Et on utilise des supports sur mesure pour les armes, de sorte qu'on puisse y attacher une ficelle et déclencher le tir à distance. L'arme du tireur est un Glock. Celle qui reçoit la balle est un Colt positif calibre 38 Special Police. On l'a fixé ici dans un étau qui l'empêchera de bouger. Le Glock est monté sur le même système. Normalement, il suffit de les aligner, de tirer et de voir ce que ça donne. Pour reproduire ce tir extraordinaire, ils installent un système de visée laser à l'intérieur du canon du Glock afin de pouvoir l'aligner sur la chambre du barillet. Comme les balles ne suivent pas une trajectoire aussi rectiligne qu'un rayon laser, Alan suggère un tir sur cible pour étalonner la visée. On s'est aperçu que lorsqu'elle quittait le canon, les balles n'étaient pas forcément pile au centre du canon. C'est quelque chose que j'ignorais. Il y avait une chance sur 1 million pour que cet accident ait lieu. Autrement dit, ça va être très dur de le reproduire et il va falloir être très précis. Même avec un laser dirigé vers le centre de la cible, Alan présage qu'aucune balle ne mettra dans le mille, même à courte distance. Attention, prêt à tirer. D'accord. Feu dans 3, 2, 1... La première balle correspond au trou du haut. La deuxième et la troisième correspondent à celui du dessous. D'accord. On vise entre les deux? Oui, c'est ça. 3 tirs supplémentaires devraient aider à affiner la visée.
C'est un joli tir groupé. Il est un peu à droite du laser. Oui. Un dernier petit réglage, et je crois qu'on sera bon. Alan semble confiant. Mais ce mythe se laissera-t-il trancher du premier coup? Adam et Jamie testent le mythe de la balle à l'envers de Seattle. Largement relayé par la presse, l'incident était aussitôt entré dans la légende. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux. Adam et Jamie ont le mythe dans le collimateur. Notre Glock est dirigé vers le 38 spécial, directement dans le barillet. La trajectoire a été réglée et ça devrait marcher. L'objectif est de loger une balle à l'envers dans le barillet d'un Colt 38 spécial. Ça fait probablement partie de ces défis qui sont plus corsés qu'ils n'y paraissent. On est à bout portant, il n'y a pas de marge d'erreur. Premier essai, j'espère que ce sera le bon. Feu dans 3, 2, 1. C'est aussi raté que ça en a l'air. Peut-être pas, mais il semble que la trajectoire ne soit pas parfaite. Il n'y a aucune balle, dans aucune chambre du barillet. Non, et pourtant il est super chaud. C'est sûrement l'éclairage. À première vue, je dirais que la balle a ricoché. C'est tout à fait possible. J'ai hâte de voir ce que dit la caméra haute vitesse. La caméra haute vitesse montre que la balle a bien touché le revolver, mais a manqué la chambre. C'est haut. C'est carrément haut. Regarde, elle est déchiquetée. Il y a même des morceaux qui sortent par l'arrière. C'est dingue. Bon, je crois qu'il faut refaire la visée et remettre ça. Ouais. Je suis d'accord. Après tous ces efforts, ils ont bien mérité un deuxième essai. Attention. Feu dans 3, 2, 1. Ça paraît beaucoup mieux. Je suis carrément excité. Après un nouveau réglage, la balle est entrée complètement dans le barillet, si l'on peut encore parler de balle. Il ne reste plus que de la limaille. La balle est bien entrée dans le barillet, mais elle est en miettes. Et si ça se trouve, c'est comme ça que ça s'est passé à Seattle. Je crois qu'on devrait réessayer. Mais vu la distance, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir autre chose que de la limaille au moment où elle frappe le revolver. Ils remettent ça. Feu dans 3, 2, 1. Avec des résultats similaires. La balle est systématiquement déchiquetée lorsqu'elle n'entre pas parfaitement. Et une chambre à moitié pleine de métal en bouillie ne suffira pas à confirmer le mythe. J'aurais dû m'en douter. Quand on attaque une journée de tir et que je me dis « ça va être du gâteau », on a des lasers. Il faut toujours se casser la tête. Et même avec une arme aussi puissante qu'un pistolet, c'est très difficile d'être sûr de l'endroit où on va tirer. Même à 1,50 m de distance. Je m'attendais pas à ça. L'expérience est plus corsée que prévu, et l'une des raisons n'est que trop évidente. La balle de 9 mm est légèrement plus grosse que la chambre du calibre 38. D'abord, la balle est plus grosse que la chambre du barillet. Donc, quand elle arrive, elle se fait généralement déchiqueter. Les images de la caméra haute vitesse montrent que la balle est quasiment pulvérisée. C'est un peu frustrant. On s'échine à aligner le canon avec des lasers, à ajuster la position au millimètre. Tout ça pour constater que ces armes ne sont pas faites pour ça. Elles sont conçues pour toucher des cibles de chair et d'os, plutôt massives. Pas pour se faufiler dans un tout petit trou. Un marteau peut-il en faire éclater un autre? Ce mythe est né de la plainte d'un téléspectateur. Beaucoup de gens trouvent que Jamie utilise les marteaux sans précaution. D'après eux, quand il façonne du métal avec 2 marteaux, il risque de casser les têtes, voire de les faire éclater. C'est facile à vérifier. On les frappe l'un contre l'autre pour voir ce qui se passe. Si c'est aussi dangereux que le disent les téléspectateurs, je crois qu'il vaut mieux pas. Les marteaux sont généralement vendus sans instruction, mais certains ont des mises en garde.
Ne jamais frapper l'outil avec ou contre un autre outil du même type. Un clou en acier trempé ou tout autre objet dur, car un fragment de métal peut se détacher et provoquer des blessures. Mais le marteau représente-t-il vraiment un danger? Jusqu'à présent, Jamie ne s'est jamais blessé. Mais c'est peut-être pour cela qu'il porte un béret. Carrie part demander l'avis d'un forgeron. Scott Thomas ne fait pas qu'utiliser les marteaux, il les fabrique. D'après vous, est-ce qu'il est dangereux de frapper deux marteaux l'un contre l'autre? Ça peut être dangereux. Généralement, les marteaux sont en acier trempé. Et quand vous frappez deux pièces d'acier trempé l'une contre l'autre, il va y avoir une réaction. En général, ça va produire des éclats ou l'objet peut même se casser et vous blesser. Ça, c'est une info en béton. Ou plutôt en acier trempé. D'après Scott, l'expérience pourrait faire mal. Tori a donc imaginé un robot frappeur de marteaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer une sorte de structure triangulaire avec deux bras placés sur deux axes, comme ça, de sorte que, quand les marteaux arriveront en bas, les têtes taperont l'une contre l'autre. On va probablement devoir utiliser des actionneurs pneumatiques pour atteindre la vitesse que l'on cherche. Les actionneurs sont des appareils qui permettent de faire bouger un objet. Ces modèles rotatifs utilisent de l'air comprimé pour pivoter à 90 degrés à haute vitesse. Ils devraient donner au bras du robot la force nécessaire pour simuler le mouvement d'un bras humain. Les bras sont terminés. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les insérer dans deux paliers. Comme ça, ils pourront se balancer librement et permettre la collision. Ce qui est marrant, c'est que j'utilise un marteau pour fabriquer une machine qui va détruire des marteaux. Ça va faire genre Blado. Attendons de voir. Tori installe sa machine dans une cabine de chantier. Pour le premier essai, il utilise des marteaux à panne fendue dotés de manches en bois. On a deux marteaux sur la machine de Tori équipés des actionneurs pneumatiques de Grant. Ils vont entrer en collision à une vitesse élevée que l'on va mesurer avec notre échelle graduée et notre caméra haute vitesse. C'est parti dans 3, 2, 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a cassé les deux manches. La vitesse était élevée, près de 16 mètres par seconde pour chaque bras. Mais ce sont les manches en bois qui ont encaissé tout l'impact. Toutefois, certains marteaux sont plus solides que d'autres. Les manches de ceux-là sont en acier trempé 2 fois, incassables dans des conditions normales. Les conditions sont loin d'être normales, mais c'est le but. Ces manches en acier trempé devraient rediriger la pression vers la tête des marteaux. Après avoir vu à la caméra haute vitesse la force avec laquelle les marteaux se cognaient, je pense que les nouveaux manches en acier trempé n'auront pas ce problème. On va peut-être avoir des éclats. Bon, on est prêt? Oui. C'est parti dans 3, 2, 1. Ils se sont bien déformés. Cette face est un peu entamée, mais sinon, il n'y a rien. Pas d'éclat? Pas d'éclat, juste un enfoncement. Ils sont intacts. Ils ont testé leurs deux types de marteaux sans voir aucun éclat meurtrier. Mais peut-être ne frappent-ils pas assez fort. Adam et Jamie sont tout aussi frustrés par leurs expériences sur la balle à l'envers. C'est aussi raté que ça en a l'air. Ils veulent confirmer l'histoire selon laquelle la balle d'un criminel a terminé sa course dans la chambre vide du barillet d'un policier. Jusqu'à présent, les résultats tendent à infirmer le mythe. La balle a peut-être ricoché. Après quelques réglages supplémentaires, ils reculent, mettent leur casque et retentent le coup. 5e essai. On essaie toujours de reproduire le tir de l'impossible. 5e essai, c'est parti. Dans 3, 2, 1. La trajectoire est à peine plus rectiligne que le dernier tir, mais cela suffit. C'est incroyable, mais la balle est encore pratiquement intacte et le résultat ressemble de près au cliché de la police. Il y a plein de limailles au fond de la chambre qu'on visait. Et si tu regardes comme ça, tu vois la chemise de cuivre. C'est une balle logée à l'envers. C'est l'équivalent balistique du trou en un.
parfait. À mon avis, on ne peut pas faire mieux. Pour moi, ce mythe est confirmé. Il est tout à fait possible de loger une balle dans le barillet d'un revolver. Pour moi aussi, c'est confirmé à 100%. Ce n'était pas facile, mais c'est possible. Mythe confirmé. Le marteau a très certainement été le premier outil inventé. Et que serait le burlesque sans lui? Mais frapper deux marteaux l'un contre l'autre peut-il faire fuser des éclats meurtriers dans tous les sens? Certains fabricants prennent le mythe au sérieux. Mais jusqu'à présent, le robot frappeur de Tori n'a pas été très efficace. Manifestement, il n'y a pas de danger immédiat d'après les quelques tests qu'on a faits. Donc on va s'affranchir du robot et tenter le coup nous-mêmes. Grant se demande si les bras du robot ne sont pas tout simplement trop lents pour casser les têtes de marteau. La caméra haute vitesse et la planche d'étalonnage nous diront vite qui, de l'homme ou de la machine, est le plus rapide. Bladow! Tori pense pouvoir enfoncer le clou d'un seul coup. C'était un chouïa optimiste. J'étais juste à quelques centimètres. Quelques centimètres? 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 C'était juste à quelques centimètres. Tori retente le coup et remanque le clou. Regarde, j'ai frappé au même endroit que la dernière fois. Tu as qu'à y mettre le clou. Il est intéressant de noter qu'une remarque pertinente échappe rarement à une sanction. Ça va? Oh mon Dieu! Ça va? Mais tu as raté la coque. Tu m'as eu sur le côté. Je serais vous, je resterais pas derrière moi. Ce conseil avisé est suivi et Tori finit par avoir le clou. Il était temps. Il est où? Ouais, Tu l'as eu? d'un seul coup. On a au moins des infos sur la vitesse si on n'en a pas sur la précision. La caméra haute vitesse a chronométré le geste de Tori à 16 mètres par seconde, ce qui n'est pas plus rapide que le robot. Le problème n'est donc pas la vitesse à l'impact. Notre dernière batterie d'essai a permis de confirmer que notre robot était d'une force comparable à celle d'un homme. Dans une tentative désespérée de confirmer la légende de l'éclat meurtrier, il réitère l'expérience avec deux vieux marteaux de Adam. Il est possible qu'avec le temps, le battage répété des marteaux leur ait donné une sorte de trempe et les ait donc rendus plus cassants de sorte qu'ils produisent des éclats. C'est vieux marteau contre vieux marteau. Une fois de plus, aucun éclat. On dirait que le manche s'est tordu, mais il n'y a pas eu d'éclat. Et si on en prenait deux qui ont passé la nuit dans le congélateur? Voici nos deux marteaux haut de gamme qui ont passé la nuit à moins 25 degrés. Et vous voyez juste ici le mieux qu'on ait pu faire. Mais toujours pas d'explosion. Et maintenant, Jamie a peut-être la solution. Jamie, depuis le début de l'après-midi, on frappe des marteaux et on n'est pas arrivé à obtenir plus qu'une microparticule de poussière. Et c'est toi qui es au centre de tout ce mythe et la raison pour laquelle on s'y intéresse. Je pense que plus une tête de marteau sera dure, plus elle sera cassante. On peut très bien y arriver en chauffant la tête du marteau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge ou blanche, à la limite de la fusion, et en la plongeant aussitôt dans de l'huile de vidange, parce qu'alors, elle absorbera l'excès de carbone qui s'y trouve. Ce procédé est appelé sémentation, mais il pourrait bien fonctionner ici. L'acier est un alliage de fer et de carbone. Plus il y aura de carbone dans le mélange, plus l'acier sera cassant. Tori va se servir à la source de carbone la plus proche. C'est de l'huile usagée. L'huile de vidange est pleine de carbone. Et il va pénétrer dans le métal chaud et le durcir en théorie. Et en lui retirant de sa plasticité et de sa capacité à absorber les chocs, on va le rendre plus cassant. En tout cas, c'est l'idée. L'opération nécessite la préparation d'un barbecue à la mode Mythbuster. Qui a choisi le marteau à panne fendue de 570? D'accord? Un point pour celui-là.
Une fois rouges, les marteaux sont prêts à absorber le carbone de l'huile de vidange. La cuisson et le trempage pourraient bien créer les marteaux tueurs qu'ils recherchent. Au QG des Mythbusters, Adam et Jamie s'apprêtent à tester un nouveau mythe sur les armes à feu. Je l'ai vu dans un film. C'est un sniper qui en descend un autre. Le type qui va se faire tuer voit l'autre dans sa lunette et se prend la balle dans l'œil. C'est ça? C'est ça. Alors, quel est le plan? La première chose à faire est de trouver un champ de tir, parce que je ne crois pas qu'on puisse se contenter de 5 ou 6 mètres. Il nous faut une bonne distance entre les deux fusils pour une meilleure précision, je suis d'accord. Et je ne crois pas que la compagnie d'assurance laissera l'un de nous deux faire la victime sur ce coup. Je crois qu'il vaut mieux demander à Grant de s'y coller. D'accord. Malheureusement, Grant est trop occupé à jouer du marteau pour accepter l'invitation. En revanche, il a offert son image à la science. Là, je suis en train de faire un mannequin balistique à base de protéines animales. C'est ce qu'il nous faut, parce qu'il va nous permettre d'évaluer les dégâts réels sur des tissus musculaires. Quand c'est sec, ça imite parfaitement les tissus musculaires. S'il est récurrent au cinéma, ce mythe n'a pourtant pas été inventé par un scénariste. La légende date de la guerre du Vietnam. Un sniper des Marines, du nom de Carlos Hadcock, a tué un sniper ennemi en tirant une balle à travers sa lunette. La première mission de Jamie est de trouver un fusil similaire. C'est un nouveau fusil qui vient de sortir. C'est la réplique exacte des fusils à lunettes utilisés par les snipers pendant la guerre du Vietnam. Et c'est un bon fusil? Oh oui. Vous pouvez dégommer une mouche à 450 mètres si vous êtes bon tireur. Après le fusil, ils peuvent encore s'offrir 4 lunettes de qualité. Autrement dit, ils n'auront que 4 tirs pour démonter le mythe. Il ne leur manque plus qu'une victime. Adam déballe un mannequin en pleine santé du nom de Grant. Merveilleux. Regardez ça. C'est génial. Ça ne devrait pas être trop dur. Regardez. C'est facile. Je vais faire ça avec du fil de cerclage. En véritable maniaque du détail, Adam grimpe fouiner dans la collection de perruques de Jamie. Et voilà. Maintenant, le sniper sera au moins sexy. Un petit peu de chirurgie esthétique pour l'adapter au support du fusil et ils sont parés. Je crois qu'on est prêt. C'est l'heure d'aller faire quelques cartons. On est prêt à charger. Adam et Jamie apportent leur fusil et la doublure gélatineuse de Grant au champ de tir local. Voilà notre sniper. Ils veulent voir si un sniper peut en tuer un autre en tirant une balle à travers sa lunette. Pour que ce mythe soit confirmé, il ne faut pas seulement toucher une petite cible à une certaine distance. On sait qu'on y arrivera tôt ou tard. Mais la question est de savoir ce qui arrivera à la balle quand elle touchera la lunette. Est-ce qu'elle va la traverser de part en part et frapper le sniper dans l'œil, ou est-ce que la lunette va faire obstacle? Jamie s'inquiète de la demi-douzaine de lentilles qui se trouvent à l'intérieur de la lunette. Elles ne sont pas particulièrement robustes, mais l'une d'entre elles pourrait tout de même dévier la balle et l'empêcher de ressortir par l'autre extrémité. Adam et Jamie ouvriront les hostilités. Bien joué, jeune homme. Oui, joli tir, Tex. Ces tirs préliminaires ne serviront pas seulement à régler le fusil, mais permettront aussi de déterminer qui sera le tireur. Si Jamie rate son tir, c'est Adam qui ouvrira le bal. Aujourd'hui, je vais infirmer le mythe selon lequel Jamie est un excellent tireur et moi une tanche. Non pas que j'ai l'esprit de compétition, mais je suis un Mythbuster. Dans le mille, pile au centre. Le tir parfait. Le tir groupé de Jamie est proche de la perfection. Mais Adam n'a pas démérité. Une seule décision s'impose, ils se partageront l'honneur de dégommer Grant.
Je crois qu'il est temps d'installer notre cible. Je pense aussi qu'il est temps d'installer notre cible. C'est sans doute le bon moment pour la mère de Grant d'éteindre son poste. Notre sosie gélatineux est soigneusement positionné derrière son arme, à l'autre bout du champ de tir. Face. Pile, c'est Jamie qui commence. Jamie remporte le pile ou face et donc le droit de tirer en premier. Je ne sais pas si je vais toucher ce type derrière sa lunette, mais je vais faire comme si c'était lui ou moi. Les Mythbusters ont bon espoir de faire un carton du premier coup. D'autant que Jamie a Grant dans le collimateur. Je crois que c'était la bonne. C'est un coup au but. Mais si la lunette est détruite, Grant a encore ses deux yeux. Elle n'est pas arrivée jusqu'à l'œil. Elle n'est même pas arrivée au bout de la lunette. À la place de Steve, je serais furax, mais son œil est intact. La lunette a bien fait office de bouclier. Il semblerait que les craintes de Jamie soient fondées. Les éléments optiques ont stoppé la balle. Mais il leur reste encore 3 lunettes pour confirmer ce mythe. C'est au tour d'Adam d'essayer de faire mieux. Et il ne va pas avoir la tâche facile. Le destin de l'escouade est entre les mains du sergent Savage. Je suis content de moi. Voyons ce que ça donne. C'est un autre coup au but qui déchaîne un torrent de verre pilé. Mais Adam est déçu. Je n'ai pas l'impression d'avoir réussi. Non, même résultat. Non, elle n'est même pas allée aussi loin. On a 2 coups au but et aucun n'a été mortel. Mais il n'y a aucune raison pour dire que le mythe est bidon. Jamie et moi y sommes depuis 4 heures. Et je crois qu'il est temps de demander à notre suppléant, le sergent Normandie, de prendre le relais. Ils espèrent qu'un spécialiste parviendra à détruire les lentilles sans que la balle ne dévie. Il fixe une nouvelle lunette et le tireur d'élite se met en place. Je ne crois pas que je l'ai eu. En réalité, il l'a eu. Mais une fois de plus, la balle s'est arrêtée avant d'abîmer le joli minois de Grant. Non. Elle n'a pas traversé la lunette. C'est pareil que la dernière fois. Non, je ne vois pas de trou qui traverse tout. Tout est cassé à l'intérieur. Oui. À mon avis, ça montre bien que ce n'est pas une question d'adresse, mais plutôt une question de chance. C'est comme enfiler une aiguille. Oui, ça revient à enfiler une aiguille à 100 mètres de distance. Il ne leur reste plus qu'une lunette. Ils décident d'augmenter leur chance et d'essayer un tir à bout portant. Ce qu'on fait là, c'est qu'on prépare un tir à bout portant pour que la trajectoire ne pose plus de problème. On a déterminé que la distance n'avait qu'un effet minime sur la puissance d'une balle. Donc si ça ne marche pas, on pourra dire de façon définitive si le mythe est plausible ou non. Adam et Jamie brûlent leur dernière cartouche. Alan sera le tireur. 1, 2, 3. La puissance de l'impact fait sauter la lunette. C'est une fin appropriée pour un mythe qui n'a pas pu être explosé. Oh, c'est le même résultat que les autres à 100 mètres. Elle est déviée par la lentille convexe. Même résultat. Je croyais que celui-là était plausible, mais je n'en suis plus si sûr. Tout ce qui est au centre est détruit. Ça m'étonnerait qu'une balle puisse traverser toute la lunette. Le tube ne fait pas 2,5 cm de diamètre. Avec le réticule et les éléments optiques, il fait 1 cm de diamètre. C'est plus difficile que de tirer dans le canon d'une autre arme, parce que là, il y a plein de trucs au milieu du chemin. Il y a une chance sur 1 milliard. Même le meilleur tireur du monde n'aurait peut-être pas réussi ce coup. Si la lune est bonne, qu'une lentille a un défaut et que le sniper a retiré un élément, la balle peut peut-être traverser. Mais on n'a pas la lunette que Gunny Hathcock a démolie, donc on ne peut pas en être sûr. Je dis qu'il faut déclarer ce mythe bidon.
Bonne nouvelle pour tous les snipers en gélatine balistique. Mythe, bidon. Tori, Grant et Carrie testent le mythe selon lequel la confrontation de deux marteaux peut tourner au drame. Jusqu'à présent, ils sont à peine parvenus à égratigner la surface. Mais selon Jamie, une cuisson suivie d'un bain dans l'huile de vidange, riche en carbone, peut rendre l'acier beaucoup plus cassant et beaucoup plus inflammable. Ah, c'est intéressant. C'est cool. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. De l'acier et des flammes, ce barbecue est en train de mal tourner. Tu en mets sur la palette. Je vais chercher un extincteur. L'extincteur fonctionne, brièvement. Mais il ne peut rien face à de l'huile enflammée. Tout est sous contrôle. Ça paraît si facile dans les manuels de bricolage. Ce marteau d'acier trempé est prêt à frapper un grand coup. Et cette fois, ils ont décidé de le précipiter contre un objet qui est sûr de ne pas se tordre ou se casser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va immobiliser un des bras et on va fracasser les marteaux sur l'enclume. On attaque un test qui pourrait bien se terminer en apothéose. Ça pourrait être le marteau explosif qu'on attend depuis si longtemps. Le système est armé. Il faut juste que je me sorte de là. Bon, c'est le dernier test. Marteau en acier trempé contre enclume. Dans 3, 2, 1. Le résultat est totalement inattendu. La tête imbibée de carbone ne s'est pas cassée, mais le manche plus tendre s'est laissé fléchir. C'est la partie qui n'était pas trempée. C'est vrai. C'est la partie qui n'était pas trempée. Ouais, c'est la partie qui n'était pas trempée. C'est cool. Ça, c'est le marteau en acier trempé qu'on a préparé pour notre dernier test. Le manche était si tendre par rapport à la tête qu'il s'est complètement tordu. Les fragments que l'on voit voler ne sont que les résidus du barbecue. La tête elle-même est parfaitement intacte. Il n'est jamais bon de confronter deux bons outils, mais les chances qu'un marteau explose sont quasiment nulles. Bon, on est d'accord? Marteau contre marteau. Bidon? Oui, bidon. Complètement bidon. Mythe, bidon. Le mythe auquel Adam et Jamie s'attaquent maintenant pourrait être le plus gratiné. Il y en a un que je veux tester, selon lequel 2 soldats de la guerre de sécession se sont tirés dessus. Leurs balles ont fusionné à mi-course et elles sont tombées au sol à l'endroit où elles se sont rencontrées. Ça ressemble à un mythe classique. Et à mon avis, c'est aussi un de ces mythes qui sont plus cotons que prévu à tester. Je veux dire, elles vont s'éviter et aller partout, sauf là où il faut. C'est un tir qui a une chance sur 1 million de se produire, mais il faut qu'on essaie, c'est l'un de mes préférés. Le mythe de la balle fusionnée date de la guerre de sécession. Les fusils de l'époque tiraient des projectiles appelés balles miniers. Ce sont des cylindres en plomb solide légèrement pointus de calibre 58. Elles sont plus tendres et plus lentes que les balles modernes. En théorie, elles peuvent donc fusionner. C'est à ça que ça ressemble. Voici le moule. Voici le chalumeau, le creuset et la louche à plomb. Je suis sûr qu'il existe d'autres noms pour ces objets. Et je vais essayer d'en fabriquer le plus possible. La recette est simple. On fond des lingots de plomb, on verse le liquide dans le moule et on refroidit. C'est parfait. Pendant ce temps, Jamie a trouvé 2 répliques de fusils presque parfaites pour tirer les balles miniers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces fusils et les placer à chaque bout de notre bunker. On va probablement les fixer sur un établi et les aligner avec des systèmes de visée laser. On va se servir de ces étaux pour les régler précisément et on sera bon. Mais ce test s'annonce comme l'un des plus délicats. Les fusils doivent être entièrement réglables pour être alignés au plus juste. Mais une fois en place, ils ne peuvent plus bouger. J'ai une idée qui devrait être claire. Tu vois les gros palets de hockey aimantés?
Ce sont les trucs les plus dingues que j'ai jamais vus. Tu dirais qu'ils sortent d'un film de science-fiction, sauf qu'ils sont réels. Et ils vont nous donner la puissance de réglage qu'on recherche. Avec ces deux aimants, les fusils n'iront pas n'importe où. La fixation des aimants au support requiert force et patience. Et voilà. Mais la vraie clé de ce test est le minutage. Deux actionneurs reliés à des minuteries numériques devraient garantir un déclenchement synchrone. Mais ce n'est pas une garantie de succès. Le chien frappe la capsule, qui allume la poudre, qui fait partir la balle. Une balle peut être un peu plus tassée que l'autre. Une balle peut avoir un peu plus de bourre. La poudre noire peut avoir reçu une goutte de sueur, une capsule. J'ignore tout de la fabrication de ces capsules. Tous ces facteurs peuvent empêcher les balles de partir en même temps et de se rencontrer à mi-course. Ils installent les fusils à 2 mètres de distance, en espérant que l'utilisation du laser sera payante. En cas d'erreur de visée, ils ont monté des colliers à l'extrémité des 2 canons pour protéger le reste de l'arme. Pour aligner les 2 canons, on se sert de ça. C'est un système de visée laser que l'on insère à l'intérieur du canon. Je l'enfile dans le canon et je le visse. Ça remonte cette partie, le collier s'écarte pour s'adapter à l'âme du canon, et comme ça je suis sûr que le laser est pile au centre et désigne l'endroit exact où le fusil va tirer. Si on aligne les canons l'un sur l'autre, les 2 balles devraient se rencontrer. Leur premier motif d'inquiétude est le minutage. Les actionneurs de Jamie sont précis à la milliseconde. Mais au 19e siècle, les capsules et la poudre étaient moins fiables. Adam procède donc à un test à l'aide d'une plaque de plastique par balle pour voir si les 2 fusils sont au diapason. L'idée, c'est que si elles arrivent au même moment, on est bon. On laisse tout comme ça et on passe au vrai test. Si on voit qu'une balle est à côté ou atteint la plaque avant l'autre, on s'en servira pour faire les réglages. Ils remplissent chaque fusil avec exactement 80 grains de poudre noire, une charge standard dans les années 1860. Bon, je suis sur le point de mettre les capsules. Fais sortir les gens dont la présence n'est pas nécessaire. D'accord, je suis sorti. D'accord. Ça chauffe. Évacue le pas de tir. 3, 2, 1... Je l'ai entendu ricocher. Et j'ai entendu que ce n'était pas tout à fait le même coup. Il n'y a qu'une balle fichée dans le plastique. Et il leur faut 1 minute pour comprendre. Non, c'est la balle qui vient de ce côté. Parce qu'il y a encore le plastique. Oui, je crois qu'elles ont juste ricoché toutes les 2. Oui. Celle-ci n'a pas ricoché aussi loin que l'autre. Elle n'est pas bonne, ma visée? Elle est parfaite. Je ne sais pas. Si. C'est très cool. Voyons ce que dit la caméra haute vitesse. La caméra haute vitesse confirme cette théorie. Une balle a éjecté l'autre parce qu'un des fusils a tiré une fraction de seconde plus tard. Ce qui veut dire qu'il faut régler celui-là 62 millisecondes plus tôt que celui-là. Non, je l'ai réglé sur retard. Donc je retarde celui-là de 62 millisecondes. Oui. 6 centièmes de seconde, c'est peu, mais suffisant pour compromettre le test dans les conditions du réel. C'est beaucoup plus de temps qu'il ne faut à une balle pour atteindre l'autre fusil. Donc, la balle se serait retrouvée dans le canon du fusil d'en face. Notre gros problème, c'est que la poudre noire est tellement peu fiable qu'on risque d'avoir un résultat complètement différent la prochaine fois. Mais on fait les réglages quand même. Jamie retarde très légèrement la minuterie. Les armes sont rechargées et reçoivent des capsules neuves. 3, 2, 1... Ça, c'était le bruit qu'on voulait. Il y a eu un décalage, mais c'est beaucoup mieux. Je suis incapable de dire s'il y a eu 2 détonations. J'en ai entendu 2. C'est vrai? C'est ton oreille bionique. C'est une des rares occasions où Jamie aimerait avoir tort. On dirait que c'est l'inverse qui s'est produit. Ce fusil a tiré en premier, et la balle de celui-là a éjecté l'autre par là. C'est génial. Les
Les images enregistrées par la caméra ne laissent pas de place au doute. Les fusils sont bien alignés, mais les deux balles sont loin de se rencontrer au centre. Quel tir superbe! Regarde ça. C'était 30% plus proche que l'autre, mais dans le sens inverse. Oui. Ce qui montre bien que la part de hasard est très importante. Je crois qu'on peut difficilement faire mieux. D'un tir à l'autre, avec le même fusil, il y aura un décalage de 20 à 80 millisecondes. Et c'est ce qui va nous mettre dedans. Oui. Il ne nous reste plus qu'à faire autant d'essais que possible. D'accord. Les chances d'obtenir une simultanéité parfaite sont infimes. La poudre est trop peu fiable. Ils n'ont d'autre choix que de prendre leur courage à deux mains, de démonter le plastique par balle et de passer au test proprement dit. Adam et Jamie vont essayer de faire fusionner en l'air deux balles du 19e siècle. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Dans 3, 2, 1... Oh, le collier s'est détaché. Le chien est baissé. Intéressant. Les tests prouvent que le cœur du problème demeure le minutage. Et il n'existe aucune façon d'y remédier, un fusil tirant toujours une fraction de seconde avant l'autre. Adam et Jamie se relaient au tir. Jamie règle le déclenchement des fusils au pifomètre. À la caméra haute vitesse, on voit clairement une première balle traverser l'image, puis une seconde. Donc, elles ne font pas comme ça. Elles font... On ne sait pas comment faire. Ces balles font du mauvais esprit. C'est mission impossible. Elles n'obéissent pas. Donc il faut aborder le problème sous un autre angle, et je ne sais pas lequel. Le problème réclame peut-être une approche originale. Hé, Tori? Et il ne fait aucun doute que le cerveau de Adam fonctionne souvent de façon originale. C'est parfait. Je vais mettre une balle ici, de façon à ce qu'elle tienne suffisamment pour que je puisse lui tirer dessus avec une autre balle. Vous l'utilisiez pour... Les dollars en argent, oui. C'est pour ça qu'on l'avait conçu. Il n'y a aucune résistance. Fantastique, c'est parfait. Souvenez-vous, ils ne veulent pas simplement savoir si les deux balles peuvent se rencontrer, mais si elles peuvent fusionner. Au fond, c'est juste un cylindre avec 3 longues vis qui maintiennent la balle. L'avantage, c'est qu'elle reste immobile, donc on est sûr de la toucher. Si les balles se désintègrent complètement et ne fusionnent pas, ce mythe est bidon. Si on arrive à les faire fusionner, à quelque vitesse que ce soit, on pourra dire qu'il est plausible. Étant donné que dans le cercle, une des balles est immobile, ils réduisent la charge à 20 grains de poudre noire. C'est un scénario de combat assez réaliste et leur dernière chance de fondre 2 balles en une. La poudre y est, la balle aussi. La sécurité est enclenchée, la balle cible est en place, les lumières sont allumées. Je vais passer de l'autre côté et mettre la capsule et on pourra fermer les portes et tirer. Feu dans 3, 2, 1... Il y a eu un sacré retard, genre... Jamie a toujours dit que les solutions les plus simples étaient les plus efficaces. Cela vient d'être confirmé une fois de plus. Oh, Jamie. Si on avait embauché un sculpteur, il n'aurait pas apporté de meilleures preuves de la plausibilité de ce mythe. Oui, c'est assez artistique. On ne pouvait pas faire mieux. Mec, si ce n'est pas de la fusion... Il ne fait aucun doute que les deux projectiles se sont touchés et ont fusionné. La caméra haute vitesse ne montre pas clairement la fusion proprement dite, mais le résultat parle de lui-même. Oh, on ne le voit pas. C'est déjà fini. Bon, je pensais qu'on aurait la preuve à la caméra haute vitesse, mais non. On a une preuve matérielle. Qui se soucie de la caméra haute vitesse? Pas moi. Quand on pense au hasard qu'il a fallu pour que ça arrive dans les conditions réelles, c'est un truc de dingue. Je suis content. C'est l'un des plus beaux objets qu'on ait fait dans cette émission, parce que c'est complètement inattendu. Je dirais donc plausible. Même s'il y a peu de chances que ça arrive, c'est plausible. Les balles avaient probablement peu de chances de fusionner en l'air. Mais ce n'était pas impossible. Mythe plausible. Bon,
Résultat des courses. Premier mythe, le mystère de la balle à l'envers, on dit quoi? C'est confirmé. Il est possible de loger une balle dans le barillet d'une arme. Les balles fusionnées de la guerre de sécession? Plausible. Ça a marché. Et la lunette du sniper? Bien, je crois qu'il faut le déclarer bidon. Dans la mesure où j'aimerais éviter d'énerver les snipers qui nous regardent. Oui, moi aussi. Bidon. On n'y est pas arrivé. Non. 3 mythes, 3 résultats. Plausible, confirmé, bidon.